Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous retrouver sur France 3. On est sous le soleil de Limoges. Aujourd'hui, on va vous proposer une heure de balade gustative dans les rues de Limoges pour la 8e édition de la Biennale Toc et Porcelaine. Cette biennale qui célèbre à la fois la gastronomie et les arts de la table. Stéphane Pigato sera avec nous de France 3, de France Bleu Limousin, pardon. Il sera aux côtés du grand chef Jacques Chibois. Il est dans le potager actuellement près de la mairie, un potager inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. On va aller le retrouver dans quelques instants. Alors au menu de notre balade gustative, eh bien, il y a plein de choses. Il y a des rencontres avec des chefs, avec des artisans, avec des producteurs de porcelaine, de véritables artistes. On demandera aussi aux visiteurs ce qu'ils sont venus chercher ici, ce qu'ils aiment cuisiner, ce qu'ils aiment partager chez eux. Voilà pour le programme de cette émission spéciale. Mais d'abord, on va revenir ensemble sur l'histoire de cette manifestation, de cette biennale Toc et Porcelaine qui a donc lieu tous les 2 ans. La première édition, c'était en 2005. Aujourd'hui, elle est bien installée dans le paysage limougeau à tel point que la dernière fois, il y avait 30 000 visiteurs. Retour sur l'histoire de cet événement avec Noël Vaille et Thomas Milon. Tout commence en 2005. La ville de Limoges souhaite valoriser son patrimoine historique et son savoir-faire d'excellence, la porcelaine. Pour cela, elle décide d'associer le contenant et le contenu et crée Toc et Porcelaine. Grâce à la manifestation, le contenant a perdu son image ringarde. On est sur un matériau qui évolue en permanence par le biais de designers, par le biais de créateurs, mais aussi sur le plan scientifique. Donc c'est aussi l'occasion de faire descendre la porcelaine dans la rue, de la montrer, de permettre aux porcelainiers de rencontrer un nouveau public. Côté contenu, on fait appel à des chefs. De la première année, plus d'une vingtaine aujourd'hui. Les producteurs et les artisans locaux se joignent à la fête et sont chaque année un peu plus nombreux. Moi, je trouve que c'est sympa. Limoges se bouge bien pour faire vivre, quoi. Et nous faire vivre aussi. Depuis 2015, la manifestation a pris une nouvelle dimension. Désormais, elle fédère des acteurs du monde culturel, associatif, économique et même éducatif. On a beaucoup d'élèves qui sont assistants des chefs qui participent donc à cette manifestation. En plus, la porcelaine, écoutez, porcelaine de Limoges et gastronomie, forcément, ça peut faire que bon ménage, entre guillemets. Pour aller encore plus loin, Limoges a décroché en 2017 le label Ville créative de l'UNESCO. On a créé des liens avec des villes créatives. Donc on aura 2 chefs étrangers. On va essayer de créer des liens plus forts. D'ailleurs, il y a un chef qu'ils ont demandé de Limoges qui va partir pour la foire internationale de la truffe blanche. Résultat, 30 000 visiteurs lors de la dernière édition. En 14 ans, Toc et Porcelaine est devenu un rendez-vous convivial pour les Limougeaux et un socle de l'économie touristique internationale que Limoges espère développer. Et on se retrouve ici dans la rue Haute-Vienne sous ces jolis parapluies blancs qui sont là malgré le soleil. Je vous l'avais promis tout à l'heure, on va maintenant retrouver Stéphane Pigato de France Bleu Limousin qui nous accompagne pendant toute cette émission. Il est avec le grand chef Jacques Chibois au cœur d'un potager inspiré de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Stéphane. Exactement, Anaïk, bonjour à tous. Bienvenue ici sur la place de la mairie à Limoges, transformé pour l'occasion, vous pouvez le voir autour de nous, en superbe jardin extraordinaire. Extraordinaire pour 2 choses, parce que il s'est planté ici sur la place de la mairie, on n'a pas trop l'habitude. Et puis extraordinaire parce que le thème, vous l'avez dit Anaïk, c'est Alice au Pays des Merveilles. Je suis avec le parrain de cette nouvelle édition, Jacques Chibois. Bonjour Jacques. Bonjour, Jacques Chibois, la Bastide Saint-Antoine à Grasse, mais d'originaire du Limousin, né à Limoges et défenseur de notre région. Et tout particulièrement, ce que vous avez dit, c'est plus qu'un jardin, c'est un potager. Et c'est le souvenir de mon enfance avec mon père, quand on semait les carottes, on mangeait les fraises, on cueillait les tomates. Et on ne l'aurait jamais pensé devant la mairie de Limoges. Et c'est exactement ça. Alors, vous le disiez très justement, vous venez de Grasse, on va se diriger vers le potager où vous allez faire votre cueillette. Vous revenez ici tous les 2 ans pour Toc et Porcelaine, pour faire une démonstration. Là, vous allez faire une démonstration tout à l'heure dans un chalet à proximité de la mairie. Avant de faire cette démonstration, on va faire la cueillette. Donc vous m'emmenez dans ce jardin, allez-y, je vous en prie. Qu'est-ce qu'on va cueillir ? Là, je suppose qu'on va cueillir quelques tomates, puisqu'on est devant des tomates, on en a déjà cueilli quelques-unes. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va faire une petite salade de poireaux aux zestes de citron à l'huile d'olive, avec des petites tomates, une petite carotte, une petite scrognole qu'on va mettre à la plancha. Et c'est une salade. On va revoir une salade, je dirais, de poireaux qu'on connaît bien, mais on va le faire avec les arômes, je dirais, de la Provence. Alors, on cueille les tomates. Voilà, on va accueillir
une tomate comme ceci, vous voyez, une belle petite tomate. On va prendre un beau petit poivron, hein. On va choisir le plus beau, hein. Allez, on prend celui-là. Alors le poivron, ça se tourne comme ceci, hop, voilà. Et on va cueillir le poireau, hein. Et le poireau, ça va être bientôt la saison des poireaux. Et quand on voit des poireaux comme ceci, c'est exceptionnel. Allez, on se l'arrache. Voilà, donc ça, on va mettre le poireau. Est-ce qu'on peut mettre quelques petites herbes aussi dans votre recette, chef? On a de la mélisse, hein. On va mettre de la mélisse. On va mettre de la coriandre fraîche qui est en graines. Alors ça, la coriandre, ça donne beaucoup d'arômes, de parfum. On va mettre aussi dans cette salade, je vais arracher une tomate, une betterave. Voilà, je vais m'arracher, voilà, une belle betterave. Alors cette betterave, on l'a mangée crue et ça va faire des couleurs exceptionnelles. On va prendre du basilic, on va mettre tout ce qu'on veut dessus. Et on va rayonner de soleil dans cette assiette, le goût, le parfum. Et vous savez que le parfum, la Grasse, c'est notre capitale. Ah bah c'est obligatoire. J'ai deux capitales. La capitale du parfum, d'où je suis, et de ma naissance, qui est Limoges, capitale de la porcelaine. Et cette porcelaine, sans elle, on ne peut pas faire de la belle cuisine, de la bonne cuisine. On a de la bonne cuisine, mais quand on la met dans l'assiette de Limoges, alors là, c'est plus du soleil. C'est vraiment une magie de notre cuisine qui sort les yeux, et c'est la valeur de cette cuisine. Donc il faut défendre, je dirais, ce vrai terroir, cette vraie porcelaine qui est pour nous, je dirais, le produit du terroir. Et tous ces artisans qui font une merveilleuse porcelaine pour nous les cuisiniers, c'est une grande chance. Et la grande chance aussi, c'est de faire son marché dans son potager. Exactement. Alors vous voyez, hein, ici sur ce merveilleux potager, il suffit de pas grand-chose. Voilà, quelques bons ingrédients, un bon chef, un grand chef, parrain de cette nouvelle édition. Et puis bien évidemment la porcelaine. Venez hein, ici avec les enfants, vraiment c'est toujours très plaisant. En plus c'est un petit peu ombragé, il fait bon. On est plutôt bien ici à la fraîche. On va vous laisser y aller chef parce que vous devez aller sur le chalet pour faire la cuisine. Ils nous attendent là-bas. Je vous souhaite une bonne édition du coup. Merci. Eh ben oui, regardez ce soleil, on l'a venu de la Côte d'Azur, mais je sais qu'il fait plus chaud ici que sur la Côte d'Azur quand on voit la sécheresse de nos petits cours d'eau, de ma petite rivière qui s'appelle l'Artenay. Elle est un peu sèche. Hein. Et on est mieux ici en Limousin, vous voyez, qu'à Grasse. Même le chef le dit. On va rejoindre Anaïk tout de suite qui est sur la place des Bancs. Anaïk, place des Bancs, puisque ça se passe autour de la mairie bien évidemment, mais aussi place des Bancs, au musée Adrien Duboucher, dans la rue Haute-Vienne, place Haute-Vienne, enfin bref, on est un petit peu partout avec ce Toc et Porcelaine 2019, avec Anaïk donc, qui est tout de suite place des Bancs. Bah oui Stéphane, on nous balade un peu partout, on continue notre balade gustative. Puis moi aussi j'ai des légumes, ici j'ai des super belles courgettes, des tomates, vous voyez c'est le marché. Tout le monde en profite ce matin. On parle de gastronomie, on parle évidemment de porcelaine, une industrie qui est ancrée, vous le savez, dans l'histoire de la ville de Limoges. Le secteur a connu des crises, mais aujourd'hui il est en plein renouveau, il y a des PME qui se créent et puis surtout c'est un matériau éco-responsable. Et en ce week-end de marche du climat, eh bien, ça veut dire quelque chose. Retour sur les liens entre Limoges et l'or blanc avec le reportage de Philippe Mallet et Samuel Chassaigne. La capitale des arts du feu. Derrière cette appellation, c'est la double tradition de l'émaillerie et de la porcelaine qui est présente, garantissant à Limoges un prestige international. Une tradition qui est bien ancrée sur les façades de ces belles maisons bourgeoises. Mais ce passé, sans doute un peu suranné, ne doit pas occulter les efforts des artisans et des industriels qui investissent sans cesse dans l'innovation. Il faut alimenter entre guillemets la machine par des nouveaux projets, des nouvelles créations, des nouvelles idées, des nouveaux marchés, des nouveaux produits. Et là-dessus, il faut être très, très ouvert et réceptif à ce qu'on peut apporter pour mettre au point des nouvelles pièces. De là à parler de renaissance de la porcelaine, il y a un pas. Mais en tout cas, on sent un frémissement, y compris de la part de la mairie de Limoges, qui s'est engagée dans une politique volontariste pour réintroduire la porcelaine à l'intérieur de l'espace public, dans l'espoir de réparer cette cité abîmée. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas riches que nous sommes malheureux. Les ouvriers se sont rebellés contre un certain nombre de leurs contremaîtres.
pas de leur patron. Souvenez-vous, les luttes, c'était contre la dureté des contremaîtres. Remettre la porcelaine pour réparer la ville, c'est rendre leur dignité et c'est rendre leur grandeur à l'ensemble, et patrons et ouvriers de cette ville. L'histoire de la ville est donc toujours là, en embuscade, et avec elle, la nostalgie de la belle époque. On a pu assister à une sorte de reconversion d'une population agricole vers des métiers de l'industrie. C'était l'assurance d'avoir un revenu et une continuité, puis une certaine fierté aussi de travailler pour ce beau produit qu'est la porcelaine. Mais ce que représente ce secteur est aujourd'hui d'un autre ordre. Des PME se créent discrètement et façonnent un nouvel état d'esprit qui a trouvé une première traduction dans l'obtention de l'IGP, l'indication géographique protégée. Ça vient légitimer tout l'écosystème qui s'est créé à Limoges à partir des universités, des écoles, des formations en amont et de toutes les entreprises qui gravitent autour de nos métiers. Cette avant-garde du renouveau de la porcelaine ne manque pas d'armes pour faire passer ce produit noble dans le nouvel univers des biens de consommation. Durable, recyclable, l'or blanc, désormais, fait partie des modèles éco-responsables. Et le renouveau de la porcelaine, il est là, vous voyez, c'est Anouk, elle a 18 ans, Anouk. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes venue avec votre proviseur Véronique Loiseau. Vous avez gagné le concours des jeunes talents avec cette assiette. Vous êtes étudiante au brevet des métiers d'art céramique du lycée du Majambo. C'est une assiette dans laquelle 250 convives vont dîner lors d'un grand dîner de gala. Comment vous est venue cette idée? Parce que vous aviez des consignes du chef Juan Arbelaz. On n'avait pas tellement de cahier des charges parce qu'il nous a donné beaucoup d'explications et d'idées. Et c'était... Regardez, je vais la montrer, cette assiette, qu'on la voit bien. C'était très libre comme sujet et il fallait qu'on s'inspire de ce qu'il nous a dit. Et après aussi, soit de nos souvenirs ou de ce qu'on connaît plus ou moins de la cuisine. Et l'idée, c'est les fruits de mer, ouais, c'est ça? C'est pour ça qu'elle est marine un peu, cette assiette. Alors vous êtes inspiré de souvenirs personnels? C'est ça, c'est exact. Je me suis souvenue quand j'étais toute petite que je partais en vacances avec mes parents et du coup vers la Bretagne où il y avait beaucoup de galets et je me suis inspirée du coup de galets pour cette assiette. Bon, bravo, elle est magnifique. Véronique Loiseau, vous êtes proviseur, mais vous étiez aussi dans le membre du jury. Tout à fait. Ça a été compliqué de choisir entre tous les projets présentés? Oui, alors c'est toujours compliqué parce que si vous voulez, c'est une équipe de jeunes étudiants formidables qui ont toujours d'excellentes idées dans cet établissement scolaire. Et c'est vrai que les démarquer les uns et des autres, oui, c'est toujours compliqué, mais je crois que le chef et d'autres membres avaient une idée et c'est ce choix d'aujourd'hui. Ce chef Juan Arbelaz qu'on va recevoir tout à l'heure dans l'émission d'ailleurs, il a fait de très beaux compliments sur ce travail. C'est aussi une superbe vitrine pour un établissement comme le vôtre de gagner ce concours. Alors c'est toujours une très belle vitrine pour un établissement scolaire comme le nôtre, parce que c'est quand même un lycée professionnel, qui est labellisé lycée des métiers et des arts et techniques. Dans cet établissement, il y a plusieurs formations. Il y a non seulement la formation de la céramique, il y a l'ébénisterie, il y a la tapisserie d'ameublement, il y a les métiers du bois, il y a les métiers de la mode. Et pour un projet comme ça ou pour d'autres projets au sein de l'établissement, ça valorise l'ensemble des formations. Après, si vous voulez, évidemment, on a une superbe équipe enseignante, passionnée et qui ne compte pas leur temps de travail. Anouk. Voilà. Ils sont venus travailler pendant les vacances scolaires, des vacances de Pâques, pour finaliser l'assiette pour le jury du 29 avril. Donc des métiers d'avenir et des métiers où il y a du travail, on peut le signaler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous toutes les deux. Mesdames, encore bravo pour ce travail. On va retrouver Stéphane Pigato et on continue à parler de porcelaine avec vous, Stéphane. Oui, Anaïk, ici, Place Haute-Vienne. On a un petit peu bougé, vous voyez, la mairie est en contrebas là-bas. On est venu Place Haute-Vienne parce que Place Haute-Vienne, alors c'est un endroit que les Limougeaux connaissent bien, avec le carrousel. Et puis là, vous le voyez autour de moi, on peut se restaurer à midi, il y a des tables, la cuisine du cloître notamment, qui vous offre à manger. Et puis des porcelainiers qui sont également ici sur cette Place Haute-Vienne, avec les porcelainiers Arquier que nous allons aller visiter maintenant, avec Grégory Rosenblatt. Bonjour Grégory. Bonjour. Moi, ça m'intrigue. Déjà au départ, c'est en porcelaine. Alors vous alliez la matière naturelle organique, on va dire, avec le bois, et puis la matière transformée, la porcelaine, pour faire ces magnifiques tabourets de bar. Exactement. Le but du jeu, pour nous, c'est d'innover, c'est de créer, et aussi bien dans l'application.
Ici, mobilier, mais également luminaire ou d'autres applications innovantes, et dans la technique de mise en œuvre, où on va effectivement associer et lier du bois, du chêne en l'occurrence, avec le travail d'un menuisier ou avec le travail d'un ferronnier. On va réaliser un moule, un modèle, et essayer de résoudre tous les problèmes d'assemblage et de liaison entre deux matériaux différents pour réaliser ces tabourets. Alors, je suppose qu'on peut s'asseoir dessus. Bien évidemment. Mais ils sont fonctionnels. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu. C'est pas que décoratif. Et vous ne présentez pas que ça, parce que vous avez plein d'autres choses, notamment, moi, ce qui m'intrigue, c'est merveilleux, les petits vases et le grand vase. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est ce petit vase. Le métier historique, traditionnel des ateliers Arquet, ce sont les boîtes de collection, les petits coffrets, les petits piluliers que l'on fabrique et produit essentiellement pour l'export, aussi bien les États-Unis que le Japon. Et donc ces petites boîtes numérotées, signées, peint main, c'est l'histoire de l'entreprise, c'est le savoir-faire de l'entreprise. C'est de là d'où vient toutes les compétences de modelage, de coulage, d'émaillage, de décor, et que l'on adapte aussi bien sur un tout petit objet que sur ces grandes potiches de forme traditionnelle et de grandes dimensions également. D'accord, alors vous parliez justement de la décoration, on va terminer avec ces belles assiettes là, puisque le dessin qu'il y a dessus, vous êtes mis en accord avec un tapissier, c'est ça? Alors on a travaillé tout à fait avec un artiste dont la spécialité est le travail des papiers peints, et qui travaille notamment pour des grands restaurants ou des grandes boutiques, et qui a conçu en fait ce décor-là pour un papier peint, et on a donc décidé avec lui de décliner ce décor-là sur un service de table en fait, et de donc rehausser en couleur tous ces petits détails et de réaliser ces pièces-là. En tous les cas, ce sont des pièces vraiment magnifiques, hein. Vous pouvez retrouver tout ce travail que vous voyez là dans vos nouveaux locaux qui sont en bord de Vienne, en direction d'Aix-sur-Vienne, hein, c'est ça? Tout à fait, qui sont sur la route qui longe la Vienne en direction d'Aix-sur-Vienne, juste en sortie de Limoges, sur la droite, avenue Baudin, où nous aurons nos futurs ateliers tout agencés, tout neufs, et showroom et boutique d'usine juste devant. Voilà, mais avant que toute cette porcelaine se retrouve dans les ateliers, forcément il faut bien la fabriquer. Alors justement, on va partir maintenant à la découverte d'un lieu de visite incontournable à Limoges, que les Limougeaux connaissent, que les Limousins connaissent. Si vous faites partie de la grande région et vous voulez venir nous voir, c'est le Four des Cassots, le musée du Four des Cassots. C'est un site historique, technique, consacré à la porcelaine. Un four qui est classé, figurez-vous, monument historique depuis 1987. Il est unique en France. Visite guidée avec Vanessa Finot et Frédéric Borde. Le Four des Cassots a cuit des pièces en porcelaine entre 1904 et 1957, avant de s'éteindre pour laisser place au gaz et à l'électricité. Aujourd'hui, la fraîcheur de la pierre a remplacé la chaleur du feu. Le four est devenu musée et il fait toujours sensation aux yeux des visiteurs du monde entier. C'est tellement impressionnant. Il y a tellement de pièces. C'est génial d'être ici et de voir les outils qui existaient au 19e pour faire de la céramique. Rentrer dans ce site, c'est plonger dans l'histoire de la porcelaine, c'est comprendre les prouesses humaines et techniques développées dans cette industrie et découvrir ce four rond exceptionnel. Il est monument historique, donc unique en France. La particularité architecturale d'une telle construction est remarquable. 120 000 briques réfractaires, 20 mètres de haut avec la cheminée, 8 mètres de diamètre, 8 foyers, c'est une cathédrale industrielle. Des sites comme celui-ci, avec 9 fours à son paroxysme, embauchaient entre 1500 et 1800 personnes. La porcelaine est ancrée dans les racines du patrimoine limougeau. Le Four des Cassots en est un vestige emblématique. Ce fils et petit-fils d'ouvriers porcelainiers de la ville a très vite rejoint l'association chargée de réhabiliter le site dans les années 80. Et je me suis toujours intéressé à la porcelaine, étant né à Limoges. Et vu les bâtiments ici, ça valait peut-être le coup de se replonger un petit peu dans ce climat que moi j'avais connu tout jeune. Limoges, c'est la ville de la porcelaine. Quand on va dans le monde entier, comme j'ai pu le faire, on entend parler de Limoges porcelaine. On associe absolument les deux noms et je pense qu'on n'a pas le droit de laisser partir tout ça. L'association Espace Porcelaine veille donc à faire vivre le site. Et si la star du musée reste le four, des expositions temporaires participent aussi à l'animation du lieu, à voir toute l'année. Merci d'être encore avec nous pour cette balade gustative dans les rues de Limoges. On se régale à découvrir à la fois la porcelaine, les arts de la table et les spécialités du Limousin pour une émission spéciale en collaboration avec nos collègues de France Bleu Limousin. Et justement, on va retrouver Stéphane Pigato pour savoir qu'est-ce qu'ils en attendent de cette manifestation. Les Limougeaux, est-ce que ça leur plaît, Stéphane ?
Eh ben, écoutez, Anaïk, c'est ce qu'on va savoir tout de suite. Je suis avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Limoujaude. Oui, depuis 5 ans seulement. Et vous découvrez cette magnifique manifestation? Exactement, c'est la première fois je crois que je viens et voilà, très sympa, il fait beau, on peut manger tout le long de la rue, très sympa. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez alors de toute cette manifestation? Vous avez déjà fait le tour ou pas? Pas le tour complètement, mais super. Et je regrette d'avoir eu le planning un peu tard parce qu'il y avait plein d'ateliers auxquels on aurait pu s'inscrire. Et voilà, c'est un petit peu tard. Voilà, avec le petit, hein, comment il s'appelle? C'est une fille ou un garçon? Petite Joséphine. Oh, Joséphine, c'est magnifique. Julie et Joséphine, voilà. Je vous souhaite une bonne balade sous le soleil Limougeot. Profitez-en bien, merci beaucoup, bonne journée. Voyez, hein, Anaïk, ici, les gens sont ravis, en plus il fait beau. Venez nous rejoindre ici, rue Haute-Vienne, place de la mairie, place des Bancs, jusqu'au musée Adrien Duboucher, place de la Motte. C'est partout, Toc et Porcelaine version 2019. Eh bien, nous sommes maintenant accoudés au comptoir de Philippe Redon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous dirigez l'une des meilleures tables de Limoges. C'est gentil. Cet événement-là, Toc et Porcelaine, vous l'avez vu grandir au fur et à mesure des années. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça prend une ampleur intéressante. Voilà. On l'a souhaité, on l'a fantasmé, c'est là. Ouais. Donc il y a encore des micro-réglages qui se font tous les 2 ans, puisque ça a lieu tous les 2 ans. Ça grandit bien. Aujourd'hui on est content d'accueillir des chefs qui viennent d'ailleurs, des chefs de renom qui mettent les projecteurs un peu plus sur l'art culinaire en cette ville de Limoges. Et puis nous, restaurateurs, qui sommes heureux de proposer à des clients, à des passants qui ne sont pas toujours d'ailleurs nos clients habitués, c'est ce qui est bien. Je trouve qu'il manque un peu quelques collègues à l'appel encore. Alors je pense que c'est à parfaire, ça. Voilà, il y a des figures importantes aussi qui étaient là quelques années avant qui ne sont plus et c'est dommage. Moi je trouve qu'il faut. Qui ça par exemple? Je ne peux pas le dire. Vous n'allez pas citer. Ils se reconnaîtront. Donc voilà, je trouve que ça doit être une fête représentative de ce qu'on fait en termes culinaires dans notre département. Il faut être fier de ce qu'on produit, quoi. Ah oui. Le Limousin, par définition, a toujours un peu cette fâcheuse tendance on est bien ici et on ne le fait pas trop savoir. Voilà, à l'humilité, à l'hypermodestie, ce qui fait qu'on manque un peu de regard sur nous, quoi. Et des manifestations comme ça, de cette taille-là, parce que ça prend vraiment quand on voit la superficie tenue par l'événement, c'est colossal. Je pense pas qu'il y ait d'événements autres dans l'année comme ça, hein, qui rassemblent autant de monde. Merci beaucoup Philippe Redon de nous avoir donné votre sentiment sur cette édition, 8e édition de Toc et Porcelaine. Maintenant on va retrouver Stéphane Pigato de France Bleu Limousin qui va continuer à parler de porcelaine avec son invité. Non, Stéphane n'est pas avec son invité, donc on va continuer à discuter avec Philippe Redon. Vous avez été étoilé, Philippe Redon, il y a quelques années. Oui. Il y a beaucoup de chefs qui reviennent aujourd'hui de cette course à l'étoile. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'être étoilé, c'est fantastique. Selon moi, il faut être à la bonne place au bon moment. Il faut un environnement, il faut un support favorable. Voilà, il faut des supports favorables. Donc voilà, moi ce qui m'importe, c'est que les gens viennent souvent chez moi. Et l'étoile peut faire peur. Je crois qu'elle peut d'autant plus faire peur en milieu urbain. La définition de l'étoile, pour moi, aujourd'hui, elle est plus sur des spots environnementaux. Il faut vraiment être dans un lieu. Le lieu, pour moi, est prime. Très important. Il n'est pas très loin d'ici, votre restaurant. Merci beaucoup, Philippe Redon, de votre participation à cette émission. On a retrouvé Stéphane Pigato qui parle porcelaine. Stéphane, c'est ça? Donc on a eu un petit peu de mal à se frayer un chemin jusqu'à ce chalet précis, le chalet de Non Sans Raison, porcelainier ici à Limoges. Nous sommes avec Martial. Bonjour Martial. Bonjour. Alors la première question, c'est pourquoi ce nom Non Sans Raison? Alors parce que Non Sans Raison, ça correspond à l'ADN de notre société et aussi aux valeurs auxquelles adhèrent nos équipes. En fait, l'idée c'est vraiment de faire les choses avec éthique et avec passion.
le faire toujours sans compromis, c'est-à-dire avec des convictions, et toujours dans un esprit vraiment raisonné, c'est-à-dire de créer des produits qui soient intemporels et qui traversent le temps. D'accord. Alors à la base, c'est pas du tout votre formation, hein. Vous êtes venu à la porcelaine un petit peu par hasard, si on peut dire. Effectivement, en fait, on est arrivé sur le marché de la porcelaine de manière complètement par hasard, c'est-à-dire qu'en fait, avec Bertie, mon associé, en fait, avant, on avait une société de conseil spécialisée dans la valorisation des savoir-faire. Et c'est vrai qu'on a découvert la porcelaine à travers ce réseau-là. Et en fait, c'est vrai que moi, ayant une formation très couture, en fait, j'ai vu la même chose que dans les ateliers de haute couture où chaque pièce passe de main en main pour arriver à une perfection. Et c'est vrai qu'en découvrant le tissu et les porcelaines de la fabrique, je suis vraiment tombé amoureux de la porcelaine. Voilà. Et finalement, on se rend compte que entre tous les métiers qui nécessitent beaucoup de minutie, comme la couture, comme vient de nous le dire Martial, ou encore la porcelaine avec ses superbes assiettes et ses superbes tasses, vraiment la minutie est à l'honneur avec la porcelaine, que ce soit ici et sur tout l'ensemble de ce Toc et Porcelaine version 2019. Forcément, quand on parle d'assiette en porcelaine, on parle de ce qu'on y met dedans. Mais oui, parce que c'est la gastronomie ici, également au Limousin. Des terrines, des viandes, des madeleines, des bières. La gastronomie limousine, ce sont avant tout des produits de qualité, des produits qui, à la demande des consommateurs en la matière, devient de plus en plus forte cette demande. De l'épicerie, des restaurants, des boutiques en vente directe. Ils sont nombreux à se lancer dans le créneau. C'est un reportage d'Anaïk Demars et Nassouf Djelaini. Pour notre repas limousin, commençons par l'apéro. Pour ça, direction La Locale. Ce bar-épicerie a ouvert rue de la Boucherie en 2018 avec un créneau, le Locavore. Ici, fruits et légumes, épicerie et boissons sont tous produits à moins de 150 km. Alors, quels sont ceux qui plaisent le plus ? Je dirais essentiellement notre terrine limousine qui cartonne beaucoup là, de la ferme Lacombe. Ça c'est vraiment ce que les gens préfèrent quand ils la goûtent sur les planches. La bière fonctionne aussi pas mal. C'est vrai qu'il y a un gros développement des brasseries et c'est vrai qu'elles sont excellentes, ils font de très bons produits. Et les clients répondent présents. Il y a quelques semaines, La Locale a même ouvert un espace supplémentaire de l'autre côté de la rue. Passons au plat de résistance du bœuf limousin. Évidemment, le meilleur pour René Chambineau, boucher au Halles depuis 26 ans. En qualité gustative, je trouve que quand elle a un bon rendement, bien nourri, elle a un très très bon goût. Je suis un petit peu chauvin, mais j'adore la limousine. Et c'est au tour de la viande limousine que l'éminceur a construit toute sa carte. Ouvert depuis juin dernier, ce resto-snack ne désemplit pas, avec des émincés de bœuf, de canard et de poulet, tous élevés dans des fermes auviennoises. Si vous voulez sourcer sur du local, à un moment donné, le producteur, il y a une limite. Et je pense que la limite, c'est que le restaurant reste à taille locale aussi. Donc c'est des restaurants de quartier qui accueillent une clientèle de Limougeot ou des gens de passage. Pour le dessert, dernière étape à la boutique des Madeleines Bébé, une valeur sûre et des clients très fidèles. On est ravis et les clients aussi. Donc voilà. Vous avez des fidèles, je vois que vous les connaissez tous quasiment. Presque, pas tous par cœur, non, effectivement, je ne les connais pas tous, il y en a beaucoup. Mais ceux qui viennent toutes les semaines, effectivement, je sais tout de suite effectivement ce qu'ils veulent comme commande parce qu'ils prennent toujours la même chose. Conclusion, manger sain et limousin, c'est possible et ça fonctionne de mieux en mieux. J'imagine que ça vous a donné faim ce reportage. On est toujours au cœur de l'opération Toc et Porcelaine, la 8e édition. Il y a le marché, il y a des dégustations et tout ça, ça donne soif. Philippe Blanc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez la Vinothèque Carnot à Limoges. Mais avant ça, vous avez officié pendant 13 ans dans plusieurs restaurants étoilés. Quand on dit gastronomie limousine, vous vous dites... Qu'est-ce qu'on met comme vin avec ça ? Alors gastronomie limousine, bien sûr, on va aller sur des vins locaux, sur des vins de la Corrèze, essentiellement les Mille et une pierres de Branceuil, mais également des blancs superbes dans la Vézère, où on fait des blancs plantés principalement à base de chenin, sur des terroirs de schiste qui vont donner des vins avec beaucoup d'équilibre, beaucoup de fraîcheur. On est sur le même assemblage terroir-cépage que à Savenière ou que dans les Anjou blancs. Donc on a vraiment un duo cépage-terroir qui fait des vins blancs merveilleux.
On parlait du renouveau de la porcelaine tout à l'heure. Il y a un renouveau du vin en Corrèze, notamment, vraiment, qui est historique en fait. C'est un retour de l'histoire avant le phylloxéra, quoi. Tout à fait, tout à fait. On a planté des vignes, on en plante de plus en plus. Alors, les 1001 pierres, on fait un rouge en bio, issu de l'agriculture bio. On fait un autre rouge passé en barrique, en fût. On fait un rosé sec et un rosé aussi avec un petit peu de sucre résiduel. Donc, pour aller sur des salades de fruits rouges, sur des salades de fraises, c'est merveilleux, voire même en apéritif. Et puis également, on a un vin paillé, donc un vin avec un petit peu de sucre résiduel qui, sur les desserts en plein hiver, donne des accords merveilleux avec une multitude de plats et de desserts locaux. Alors vous parlez du vin bio, il y a le vin naturel, le vin sans sulfite. C'est l'avenir du vin, tout ça? Je ne pense pas du tout. Alors les vins bio, oui, les vins issus de l'agriculture bio, agrobiologique, biodynamique, bien sûr. Il y a à peu près actuellement 20% des surfaces viticoles qui sont plantées et qui sont cultivées de façon bio. Par contre, la notion de vin nature, c'est une notion qui juridiquement n'existe pas. Donc c'est du marketing, quoi. Voilà, pour l'instant, c'est l'auberge espagnole. Tout le monde vient avec ce qu'il veut. Vous avez même des gens qui font des vins nature, c'est-à-dire qui rajoutent sans soufre rajouté à la mise en bouteille et qui ne sont pas en bio. Donc pour l'instant, laissons le juriste faire un cadre légal à cette définition. Les amateurs auront noté cette indication. Merci beaucoup Philippe Avec Blanc. plaisir. Cette opération Toc et Porcelaine, vous le voyez, elle amène beaucoup de monde autour des commerces de Limoges et justement Stéphane Pigato est avec le représentant d'une association de commerçants. Exactement, Anaïk, ici tout en haut de la rue Haute-Vienne, à l'entrée de la place des Bancs, avec Guillaume Blin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Co-président de l'association des commerçants du centre-ville de Limoges. Centre-ville de Limoges, absolument. Voilà. Qu'est-ce qu'une opération comme celle-là amène aux commerçants justement du centre-ville de Limoges ? Une opération comme celle-ci, de par son ampleur, apporte un réel dynamisme. Il y a juste besoin de se retourner et de voir la foule qu'il y a dans les rues. Et ça donne beaucoup plus de visibilité à nos magasins et c'est ce qui est primordial aujourd'hui à Limoges. Oui, comme on dit, le monde amène le monde. Donc tous les magasins, vous le disent, ressentent que ces visites venues pour manger et pour regarder un peu de porcelaine à la base, quand même, c'est ça, leur amènent des clients pour toute autre chose d'ailleurs. Pour toute autre chose, parce qu'on découvre des nouveaux magasins où on n'a pas forcément l'habitude de se promener dans les rues de Limoges. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de découvrir nos artisans, de découvrir nos commerces indépendants, voir des enseignes nationales. Et pour une fois, on fait tous l'unanimité, on est tous contents de cet événement et du flux que ça draine. Ouais, et ça fait partie également de tous ces événements qu'il y a tout au long de l'année aussi ici au centre-ville de Limoges pour faire vivre ce centre-ville, pour que les gens se le réapproprient un petit peu. Et oui, absolument. Nous, notre but en tant qu'association, c'est justement de créer un dynamisme et d'avoir 5-6 gros événements majeurs sur l'année pour apporter une grosse valeur ajoutée et pour que les Limougeaux et périphéries puissent venir et profiter et réaimer ce cœur de ville. Alors vous avez un magasin, rien à voir du tout avec la gastronomie. Rien à voir, la téléphonie mobile. Voilà, donc rien à voir non plus avec la porcelaine. Vous n'êtes pas très loin d'ici de la place des Bancs. Ouais, exactement. Vous vous rendez compte aussi, vous, de cet apport de visiteurs bien supplémentaires? Sûr. Oui, moi personnellement, je suis passé sur ce qu'on appelle sur un axe 1 bis, donc pas un axe passant en prime abord, mais les gens veulent déambuler dans les rues de Limoges. Ils viennent profiter de Toc et Porcelaine, qui est un événement génialissime, mais ils vont déambuler ensuite dans les rues de Limoges. Et ça profite à tous nos commerçants. Mais alors du coup, je me pose une question. Est-ce que vous allez avoir le temps d'en profiter de la place des Bancs et de la rue Haute-Vienne ici, Guillaume? On en profite un petit peu le soir. Un petit peu le soir. À l'heure de l'apéro quand le magasin est fermé. Par exemple. Voilà. Et en attendant, avant que le magasin ferme, il faut passer chez Guillaume, il faut passer chez tous les commerçants du centre-ville, bien évidemment, vous restaurez, vous régalez ici à Toc et Porcelaine, version 2019. Je vous le rappelle, ça se situe depuis le musée Adrien Duboucher jusqu'à la place de la mairie, à la BFM également. Il y a des ateliers avec les chefs. La rue Haute-Vienne est également concernée, la place de la Motte, la place des Bancs. Enfin bref, tout le centre-ville de Limoges, le cœur de tout le centre-ville de Limoges bat à l'unisson pour ce Toc et Porcelaine, version 2019 ici. Et oui Stéphane, nous sommes en compagnie de l'invité d'honneur, excusez du peu, Juan Arbeláez. C'est parfait. Super. Vous êtes colombien. Exactement. Arrivé en France à 18 ans, vous en avez 31 aujourd'hui, vous êtes à la tête de 6 établissements. On vous connaît parce que vous avez fait beaucoup d'émissions de télé. Alors dans vos établissements, est-ce que vous avez de la porcelaine de Limoges? Eh bien oui, j'ai de la porcelaine de Limoges. La porcelaine, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné parce que ça fait partie un peu de la
la colonne vertébrale de notre métier. C'est vrai que sans assiette, on peut pas dresser, on peut pas. Imaginez-vous manger une soupe sans votre assiette, ça peut être un peu compliqué. Et puis il y a eu la mode des ardoises, des planches, tout ça. Ça vous parle pas trop? Non, j'ai été toujours un peu moins fan. J'aime le bois. J'adore le bois parce que c'est des matières qui sont assez naturelles et j'aime un peu le naturel. Mais sinon, tout le 90% de ma vaisselle, c'est toujours Limoges et c'est de la porcelaine. Alors hier, vendredi soir, vous avez fait des démonstrations. Vous dites que votre coup de foudre pour la cuisine, ça a commencé par un artichaut arrosé de balsamique, origan, huile d'olive. Ces sensations-là, vous les avez encore aujourd'hui, toujours? Je les ai encore et par exemple, c'est vrai que c'est une expérience que j'ai eue en cuisine avec le palais, avec cette expérience de goûter des produits qui sont très simples et en même temps une efficacité et une complexité juste magique. Je l'ai senti en arrivant à Limoges, je l'ai senti en parcourant cette rue. On voit des producteurs, non seulement juste de produits de viande, du veau du Limousin incroyable, des produits du terroir qui sont fantastiques, mais la vaisselle, par exemple, non sans raison, c'est une maison juste là, qui sont juste derrière. Voilà, c'est une maison que je suis depuis un petit moment, j'ai jamais eu la chance de travailler avec eux. Et hier, j'ai fait une démonstration où le producteur me dit, le créateur me dit, vous voulez quelle assiette pour dresser? Je dis, je les veux toutes. Et ça va être un peu la créativité et je vais créer mes assiettes par rapport à la vaisselle. Donc cette sensation toujours d'hyperactivité, de créer un peu à l'instant. C'est ce qu'on dit de vous, que vous êtes hyperactif. Ouais, ça c'est vrai. Et de voyager, je le sens tout le temps et je pense que c'est le lieu parfait pour le vivre. Alors ce week-end, c'est aussi la marche pour le climat. Le locavore, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus les gens et le fait de manger moins de viande aussi dans les restaurants. Vous pratiquez ça? Moi, je le pratique dans les restaurants et personnellement. Je pense que le problème aujourd'hui, ce n'est pas la viande, c'est la provenance et la quantité. L'idée de manger un steak haché tous les midis, tous les soirs, 7 jours sur 7, elle est erronée. L'être humain n'est pas fait pour manger autant. Il faut qu'on sache choisir nos viandes. Peut-être qu'on mette 1 ou 2 euros de plus sur un bon produit et qu'on ne le paye pas avec le médecin quelques années plus tard. Alors vous voulez transmettre, vous faites beaucoup d'émissions, on disait il y a eu Top Chef, il y en a eu d'autres sur TF1. C'est important pour vous de transmettre cette passion-là que vous avez depuis longtemps maintenant? J'ai un métier où la base c'est vraiment la transmission. Moi je suis rentré dans les cuisines et mes chefs, mes pères m'ont transmis un savoir-faire. Aujourd'hui c'est pareil pour moi. Je trouve que quand on est cuisinier, on rayonne, on a un devoir un peu culturel qui est de transmettre et de passer les informations du bien manger, du bon produit. Les grands, je les laisse un peu de côté. J'adore transmettre aux enfants. J'y vais très souvent dans les écoles, faire des recettes, expliquer ce que c'est choisir un bon produit. Et ça démarre là, ça démarre par nos enfants. Donc ça, j'aime beaucoup. Et la Colombie, elle vous inspire toujours, votre Colombie natale dans la cuisine ou... Bien évidemment, Normal. Je pense que quand on commence à créer, quand on devient chef, un des meilleurs endroits pour puiser de la créativité, c'est nos racines. Et je trouve que notre ADN est aussi perméable. Et tous ces voyages, comme venir à Limoges, goûter des nouveaux produits, voir des nouvelles vaisselles, rencontrer des nouveaux producteurs, ça c'est perméable. Et on part un peu touché, on part toujours plus curieux qu'avant. Mais ouais, je puise un peu dans mes racines colombiennes et dans ces terroirs magnifiques qui sont Limoges et qui est la France. C'est beau ce que vous dites. Muchas gracias, Juan Arbeláez. Gracias Merci beaucoup d'être venu dans cette émission qui continue. On est toujours en balade gustative dans les rues de Limoges. On va retrouver Stéphane Bigato qui est quelque part par ici, place des Bancs, je crois, Stéphane. Exactement, Annick, place des Bancs ici, parce que quand on parle gastronomie, forcément, comme avec le chef Juan, on parle de très bonnes choses, mais tout ça, ça commence par des produits, ça commence par des fruits, par des légumes, et justement, on peut venir ici acheter des fruits et des légumes, comme le fait Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique est avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Véronique, vous venez souvent, vous, place des Bancs, faire votre marché. Là ici, ça vous donne l'occasion de découvrir et le marché et toute l'ambiance de Toc et Porcelaine. Voilà, on vient régulièrement place des Bancs. Je retrouve mes commerçants habituels et effectivement, on en profite pour découvrir les stands et faire des petites dégustations au passage. C'est important pour vous de pouvoir choisir ces produits, ceux qu'on va cuisiner le midi, le soir, pour ses enfants, pour soi-même? Ah oui, c'est primordial. C'est des produits locaux, on sait d'où ça vient, on sait ce qu'on mange, voilà. Et c'est quoi là votre préféré dans tous ces produits, dites-moi? Là, on ne sait pas quoi choisir. Là. Les tomates, les salades sont excellentes. Les blettes, il y a des œufs cachés derrière qui sont de super qualité aussi. Donc je ne saurais pas ce que Véronique mange à midi alors? Non, je sais rarement ce que je vais acheter en fait. Quand je fais mes courses, je suis inspirée en fonction de ce que je vois.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite un bon marché, Véronique. Et puis, alors, on parlait de tous ces fruits, de ces légumes là, qui sont ici sur ces étals. On peut manger aussi autre chose ici sur Tokay Porcelaine, parce que forcément, si vous venez nous rendre visite, vous pouvez faire un petit tour, mais vous pouvez également vous restaurer, manger des choses qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de manger, comme par exemple des escargots. Figurez-vous qu'il y a des hélicicultrices ici même en Limousin. Et je crois, Anaïk, que vous êtes en compagnie d'une de ces hélicicultrices. Dites-moi. C'est ça, Stéphane, absolument. Elle s'appelle Jade Oliveira da Silva. Elle est ici avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vous participez donc à Tokay Porcelaine pour présenter toute cette production. Vous êtes installé depuis 2014 à Bersac-sur-Ivalier. Comment elle a démarré cette activité? Est-ce que vous étiez déjà dans la partie au départ ou pas du tout? Pas du tout. Je suis absolument pas issue du monde agricole. Moi, je vendais des plantes avant. J'adorais ça, ma foi, mais j'avais envie de travailler avec l'animal. Et m'est venue l'idée de l'escargot parce qu'on peut suivre le produit vraiment du début à la fin, en élevant, en cuisinant, en élaborant ses recettes et en faisant de la vente directe en plus. Alors, vous en produisez combien par an et qui vous achète ces escargots? Alors, j'en produis 200 000 à l'année. Et puis, ma foi, mes clients sont très très variés. Ça va des jeunes aux plus anciens, des restaurateurs, des magasins, un petit peu. C'est très très varié. Et est-ce que je me trompe ou il y a un déficit de production en France d'escargots, contrairement à ce qu'on pourrait penser? Alors, c'est pas un déficit, c'est disons qu'on n'arrive pas à suivre. Oui, c'est ça, on ne produit pas suffisamment. Oui, on est les plus gros consommateurs au monde et il y a 95% de ce qu'on consomme qui vient de l'étranger. Donc ça, c'est terrible. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé là devant nous? Alors, je vois dans ce plat. Ce sont des petits muffins d'escargot. D'accord. C'est une spécialité que l'on a créée. Donc dedans, c'est une pâte à cake en fait, la base. On incorpore le beurre persillé et l'escargot est mixé de manière à en avoir dans toute la bouchée. Alors vous produisez... bien sûr, on va goûter. Regardez, on va montrer à la caméra comme ça a l'air très bon. Donc les petits muffins. Ils sont frais, ils sont bons. Très bon. Vous, ce qui vous plaît, c'est aussi faire la cuisine, en plus de produire l'animal. Ça varie mon métier. J'ai plusieurs casquettes, quoi. Celui d'éleveur, vraiment, où on est suivant les aléas climatiques. Il va falloir surveiller son petit troupeau. Et puis là, les recettes, où c'est un gramme près, c'est minutieux, on fait des essais, on fait goûter. Et après, la vente directe, où on a le retour des gens vraiment tout de suite, et ça, c'est super. Ça, c'est important pour vous, d'ouvrir les portes de votre exploitation. Vous le faites régulièrement pour expliquer votre démarche. C'est vrai, oui, tout à fait. Nos portes sont toujours ouvertes et on adore parler de notre métier, montrer ce qu'on fait et montrer qu'il n'y a pas de souci avec nos pratiques. Alors on imagine l'escargot sous la pluie, en tout cas moi c'est mon cas, j'imagine que ceux qui nous regardent sans doute aussi. Cette sécheresse, elle n'est pas trop compliquée pour vous au niveau de l'exploitation? Alors ça va parce qu'on est de Bersac-sur-Ivalier et on habite dans les creux. Alors nous la canicule ça n'existe pas. On a très chaud la journée mais la nuit il fait toujours légèrement frais, on a toujours la petite rosée du matin. Donc l'escargot lui ça lui va très bien. Et on arrose nos escargots de toute façon la nuit quand il fait vraiment trop chaud. Merci beaucoup Jade Oliveira da Silva. On va ramener un petit peu de ces muffins à l'escargot à notre collègue Stéphane Pigato. Mais d'abord, on va continuer à s'intéresser à nos productions agricoles comme l'escargot. Il y a aussi évidemment la viande, la pomme, la châtaigne. Nous nous sommes demandé ce que représente l'élevage et les cultures dans l'économie de la Haute-Vienne. Élément de réponse avec Camille Chignac et Jean-Marie Arnal. Quand il est question de gastronomie locale, on pense bien évidemment à elle. La vache limousine est le fer de lance de l'agriculture auviennoise. Et forcément, dans l'économie, elle occupe une place de poids. En Haute-Vienne, 90% des bovins sont des limousines. Il n'y a que 10% à peu près qui sont des vaches laitières. On peut considérer aujourd'hui que en matière d'agriculture, la race limousine est la première force économique du département et de la région. Pour un éleveur, il faut compter 6 à 7 emplois induits dans les abattoirs, les entreprises de transformation ou le commerce par exemple. Résultat, la filière viande représente plus de 5000 emplois en Haute-Vienne. C'est 4% de l'emploi total du département. Aux bovins s'ajoutent les exploitations ovines au nord du territoire, mais aussi les volailles et les élevages porcins, de cul noir notamment.
L'élevage pèse quand même pour 64% du produit de la ferme Haute-Vienne, mais le reste c'est quand même des productions végétales, hein, avec par exemple la pomme, mais aussi une certaine production céréalière, et pas uniquement, et puis le développement aussi de tout ce qui peut être châtaigne et d'autres productions, mais la châtaigne est en plein essor, et en termes de valeur, c'est pas non plus négligeable. Autre particularité des productions locales de la Haute-Vienne, elles font la part belle au label de qualité. Grâce à l'AOP Pommes du Limousin, 80% des cultures fruitières sont engagées en filière qualité, contre 20% au niveau national. Pour la vache limousine, le blason Prestige occupe également une grande part des productions. Aujourd'hui, 60% des élevages du Limousin commercialisent sous cette marque, peuvent commercialiser sous cette marque, donc de label, qui est à la fois un label qui est vraiment un label de qualité, y compris gustativement. Les produits issus des exploitations de la Haute-Vienne occupent donc une place de choix, tant dans l'économie du département que dans nos assiettes. Ici, sur la place des Bancs, on parle porcelaine avec Guilhem Nave. Bonjour Guilhem. Bonjour. De la porcelainerie Animal Fabuleux. Alors, ce qui est rigolo, en 2 mots, ce nom, Animal Fabuleux, c'est pourquoi ? Tout simplement, c'était le surnom que donnait à ma compagne son papa quand elle était petite. D'accord. Et on a conservé, parce qu'on trouvait que c'était tellement joli, donc on a conservé ce nom-là. Donc c'est un beau souvenir d'enfance. Exactement. Voilà. Et de l'enfance, on passe à l'âge adulte, on fait un travail qu'on abandonne pour devenir porcelainier. Exactement. Et alors, quasiment en un claquement de doigts, on retrouve ce service-là sur les tables du Georges V à Paris. Oui, exactement. Racontez-nous un peu l'histoire en 2 mots. Comment ça se retrouve sur ces tables fabuleuses? Alors, en un claquement de doigts, il a fallu quand même attendre 10 ans. Oui, j'exagère un peu. Pour faire un peu nos preuves. Et partant de là, voilà, le Georges V nous a contactés il y a 2 ans et demi pour commencer à travailler, à leur faire des créations de pièces. Et ça, le service, c'est notre nouveauté, on vient de le faire pour eux. Voilà, et c'est un service, alors vous voyez, mesdames, messieurs, ces fameuses tasses à double fond, hein, où on se brûle pas les doigts quand on boit le café. Par contre, on se brûle un peu les lèvres. Mais voilà, sont quand même des superbes tasses. Alors, tout ça, tout ce qu'il y a ici, vraiment, c'est fabriqué à Limoges. C'est fabriqué à la CENI. À Saint-Thierry-la-Perche, qui est une des premières manufactures, mais c'est la dernière manufacture encore en activité aujourd'hui, la plus ancienne, 1774. D'accord, parce que vous venez de Montpellier et oui. Vous avez migré ici à Limoges pour justement pouvoir concilier passion, travail, porcelaine. Nous avons créé la société en 2009 à Montpellier et évidemment, à force de faire des allers-retours, à un moment donné, il a fallu qu'on s'installe ici. Voilà. Et on est très heureux parce que la vie est merveilleuse à Limoges, mais de plus, on est dans les ateliers toute la journée. Et vous vous rendez compte, mesdames, messieurs, quand même, on est en train de nous dire que la vie est merveilleuse à Limoges quand on vient de Montpellier. Ça, c'est à noter. Vous avez aussi autre chose, alors moi qui m'a marqué, parce qu'on a tous des souvenirs d'enfance, avec ce qu'on appelle, je vous laisse nous le présenter. Le tomatrope. Le tomatrope. Si les gens qui nous regardent s'en souviennent, on fait tourner, c'est une petite ficelle et ça crée une image. Alors ça aussi, c'est en porcelaine. Oui, alors je vais vous montrer. Racontez-nous pourquoi vous avez créé ces tomatropes. On a souhaité créer ce tomatrope pour trouver une alternative aux petits cadeaux de porcelaine, notamment pour la boutique du musée Adrien du Boucher, avec lesquels on travaille un petit peu. Et on s'est dit, on va essayer de présenter un projet qui soit de la porcelaine de Limoges, un décor peint main sur un petit biscuit de porcelaine, et on va vous montrer ce que ça donne. Donc ça travaille sur la persistance rétinienne. Voilà, et on a l'impression que l'oiseau est dans la cage, alors qu'en fait l'oiseau n'est pas dans la cage. Exactement. Voilà. Et alors ça vient de la nuit des temps, en fait, ces tomatropes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en travaillant sur ce projet, nous nous sommes aperçus qu'en 1868, en Dordogne, dans une grotte, des archéologues ont trouvé un tomatrope qui date de 17 000 ans avant notre ère et qui est gravé sur une petite plaque d'os, voilà, avec un isard, une sorte de bouquetin, voilà, qui marche. Et c'est vraiment incroyable parce que ces gens ont découvert la persistance rétinienne avant même qu'elle soit théorisée en 1829. Écoutez, c'est incroyable mais c'est extrêmement émouvant. 17 000 ans après, ici sur un stand de Toc et Porcelaine. Et puis on peut voir également en fond, si la caméra peut montrer, tout votre travail ici avec toute cette merveilleuse porcelaine de ce superbe chalet, donc Animal Fabuleux. Venez un petit peu voir à quoi ressemble le travail de nos porcelainiers, pas forcément que celui-là, tous ceux qu'on a rencontrés tout au long de cette émission. Venez déguster les bons produits limousins, réalisés, cuisinés de main de maître par les chefs ici à Limoges. Et puis, tant qu'on est dans la porcelaine, tiens,
Quand on parle porcelaine à Limoges, on a un nom qui nous vient forcément tout de suite à l'esprit, c'est le nom d'Adrien Dubouché. C'était un homme d'affaires, avisé, amoureux, grand connaisseur de la céramique. Et il fut un mécène d'exception, il a donné son nom au musée national. On revient sur cette histoire avec Anaïque Demars et Romain Bureau. Le musée de porcelaine et de céramique fut créé en 1867 par Adrien Dubouché, limousin et amateur d'art. Il devint même un musée national en 1881. Il fut réorganisé en 1950 par M. Fourest, conservateur du musée. Cette collection offre un intérêt très grand dans ce domaine, dans cette espèce de temple d'histoire de la céramique et notamment de la porcelaine qu'est le musée Adrien Dubouché. La porcelaine a été introduite en Europe, en somme, assez tardivement. Bien que l'Europe ait été hantée par cette merveilleuse céramique translucide. Cette merveilleuse céramique translucide fut l'une des grandes passions d'Adrien Dubouché. Sans son amour des arts et son sens des affaires, pas de musée. Aujourd'hui, ses initiales sont partout, du sol aux escaliers, sans parler de cette statue, réalisée après sa mort. On a très peu de photos de cet homme. Sans doute qu'il était trop modeste aussi pour se faire représenter. Donc finalement, on le connaît plus à travers des portraits qui ont été faits après sa mort pour créer une légende autour de cette figure importante pour le Limousin. Et cette assiette-là, qui a été réalisée donc vers 1867, nous montre Adrien Dubouché tel qu'il était. Et chose exceptionnelle, c'est de son vivant que son nom fut donné au musée. Avec un ensemble de 18 000 œuvres dont 5 000 sont exposées, le musée Adrien Dubouché possède la collection publique la plus riche au monde de porcelaine de Limoges. Il fait beau, il fait de plus en plus chaud sur cette place des Bancs à Limoges. Notre balade gustative touche à sa fin. C'est vraiment super que vous soyez restés en notre compagnie pour cette émission spéciale en collaboration avec France Bleu Limousin. Vous le voyez, il y a plein de monde. Nous sommes avec Marie-Claude. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de cette opération Toc et Porcelaine ? Moi, je suis tout à fait pour ce qui peut apporter de l'animation à la ville, donc c'est très bien. Vous êtes une habituée du marché, vous aimez cuisiner. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner ? Alors, j'ai mon marchand de porc qui est un peu plus loin. J'ai mon marchand de chair. J'ai le Narbonnais qui a les légumes. Et les fruits aussi, un petit peu plus loin. Donc j'achète tout sur le marché. On fait un petit micro-trottoir sur les recettes de ce midi, là. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Ce midi, je vais manger des courgettes cuites au micro-ondes, très facile. On les coupe dans le sens de la longueur et on fait des petits croisillons. On les met 12 minutes au micro-ondes avec un petit filet d'huile d'olive. C'est très bon. Vous nous donnez faim, Marie-Claude. C'est rien, ça. Et pour vous, les produits limousins, les produits phares que vous retenez d'ici, parce que vous habitez à Limoges, mais vous n'êtes pas de Limoges. Non, les produits phares, je sais pas, je dirais peut-être le porc quand même. Le porc cul noir ? Oui, et d'une façon générale, oui, c'est vrai qu'on a un bon marchand de porc. Pour vous, c'est... Visiter la ferme. Donc oui, il ouvre les portes, il est très convivial. Vous savez d'où vient la marchandise dans ce cas ? Voilà. Et dernière question, cuisiner, c'est de la convivialité avant tout, c'est pour partager avec ses proches ? Si j'étais toute seule, je ne ferais pas de cuisine. Non, et j'ai transmis ça. À vos enfants ? J'ai un fils qui cuisine tout le temps et une fille aussi qui est bonne cuisinière et qui aime ça. Oui. C'est un très beau message. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bon courage pour votre recette. Merci. À bientôt. À bientôt et bon courage pour vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, on est toujours place des Bancs. Ah bah oui, vous étiez où ? En fait, je vous cherche depuis tout à l'heure. Ah oui, vous tournez. J'étais à la mairie, j'étais là, j'essayais de vous voir, mais je vous ai pas vu. Alors moi, je vous ai ramené un muffin aux escargots. Ah, très bien voilà, ça. J'ai pensé que ça vous plairait. Je vais goûter. Bien sûr. Ah, c'est délicieux. Délicieux, dis donc. Ouais, avec de la persillade. C'est une productrice qui est là-bas. Vous parler après. Mais j'en ai mangé aussi, donc c'est pas grave. Tenez, voyez, il est là, le mien. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir partagé l'antenne avec nous. Merci à France Bleu Limousin. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette balade. On espère que ça vous a plu, que vous a donné envie de venir, de partager des choses et de découvrir la gastronomie du Limousin. Merci à toutes les équipes techniques, à l'image, au son,
en régie. Merci à Bernard Goulet, à Philippe Apieto, à Nadia Adel pour cette collaboration. On va donc continuer à se balader, nous, hein, puis on va vous souhaiter un très bon appétit et une belle fin de week-end à tous. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet dès dimanche, dès lundi. Vous pouvez la revoir et découvrir tous les producteurs et tous les artisans qu'on a rencontrés. Merci beaucoup et à très bientôt sur France 3. Bonne journée.